Bonjour, je suis vraiment très heureux de recevoir aujourd'hui à nouveau Jean-Marc Sylvestre pour faire un tour de l'actualité. À cette époque de l'année, on fait un peu une sorte de bilan à mi-parcours de l'année dans des circonstances qui sont un peu inhabituelles en ce moment. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle prochaine, de l'année prochaine, et nous sommes en plein renouveau de la pandémie. C'est l'impression qui se dégage quand on voit les nouvelles qui viennent des États-Unis à propos du nouveau variant. Donc Jean-Marc, y aura-t-il des vacances cette année pour la politique trêve estivale comme d'habitude? Je pense que je pense que le personnel politique s'est mis en vacances là pour une semaine ou deux, avec comme consigne de rester dans l'Hexagone pour pouvoir intervenir au cas où, parce que la situation elle est quand même encore assez vulnérable, et puis elle est aussi agitée sur le plan économique, sur le plan de la pandémie, sur le plan aussi des manifestations sociales. Bon, je pense quand même que la situation globale est meilleure dans la réalité que ce qu'elle est ressentie par l'ensemble du corps social. Je crois qu'il y a un ressentiment du corps social qui est assez pessimiste, compte tenu des incertitudes, compte tenu d'une situation économique dont on ne voit pas bien son évolution, alors que la réalité de l'économie, c'est qu'elle se porte plutôt bien et qu'elle est en forte reprise, comme dans la plupart des pays développés. Mais il y a quand même cette menace du nouveau variant. Et vous vous souvenez que l'année dernière, à cette époque, il y avait une sorte de relâchement général. Tout le monde était content. On pensait que l'affaire était finie grâce à la vaccination. Et finalement, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Alors, voyez-vous la même situation se répéter? Alors, on ne reproduit pas la même situation que l'année dernière. L'année dernière, on avait une situation effectivement d'euphorie pendant le déconfinement, qui avait donné lieu d'ailleurs à une reprise assez violente de l'économie, pour ensuite retomber dans une vague épidémique dans laquelle on a failli sombrer. La situation d'aujourd'hui n'est pas la même. La situation d'aujourd'hui, c'est que nous avons au moins la perspective, non pas d'un traitement de la pandémie, mais d'une protection de la pandémie par la campagne de vaccination qui s'est quand même profondément accélérée. Alors cette campagne de vaccination a été freinée au départ par un manque d'approvisionnement, un manque de doses, et donc on n'a pas forcément été aussi vite qu'on aurait voulu l'être, comme les Américains ou comme les Anglais l'ont été. Mais aujourd'hui, ce problème logistique, ce problème d'approvisionnement est réglé. Il nous reste un problème d'acceptation du vaccin pour une partie de la population, mais les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron, qui sont quand même des décisions assez fortes, assez autoritaires, vont avoir des effets relativement visibles et rassurants pour la majorité de la population française. Vaccination obligatoire pour un certain nombre de professions, et notamment les professions de santé, ce qui n'était parfaitement normal, parfaitement légitime que les professions de santé soient protégées et protègent les autres, c'est leur métier, c'est leur mission, mais acceptation aussi, mais obligation aussi pour un certain nombre d'autres professions, et vraisemblablement, enfin, on va pas jouer les prévisionnistes de bistrot, mais vraisemblablement caractère obligatoire pour toute la population au mois de septembre. Et le mouvement qui se décide des anti-vax qui prend un peu d'ampleur, ne menace-t-il pas de devenir une nouvelle forme, une nouvelle itération des gilets jaunes? Oui, alors c'est effectivement une analyse que l'on peut faire. Moi, je pense que c'est un mouvement qui est très marginal. Alors c'est vrai que chaque samedi, il mobilise environ 200 000 Français. C'est pas très homogène, ces corps de mobilisation, mais il faut savoir que le même jour et dans la même après-midi, chaque samedi, vous avez 800 000 personnes qui vont se faire vacciner. Et vous avez 800 000 personnes qui, tous les jours, vont se faire vacciner. Donc la manifestation des pro-vaccins est beaucoup plus importante que la manifestation des anti-vaccins, même si on ne parle principalement que des anti-vaccins. Non, je crois que ce mouvement-là n'a pas de rapport. Il y a un côté politique très fort, mais il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire que les exactions, les radicalisations de ce mouvement vont discréditer le mouvement. Quand vous avez un mouvement qui se met à attaquer des pharmacies ou à attaquer des ambulances ou à traiter des personnels soignants ou des journalistes, de collaborateurs, d'étoiles jaunes, ça c'est invraisemblable et ça pousse et ça favorise le mouvement pro-vaccin.
On trouve quand même des gens respectables, professeurs de droit constitutionnel, qui écrivent des éditoriaux dans des journaux de très bonne tenue pour dire que c'est une atteinte intolérable. La vaccination, le pass sanitaire, ce sont des atteintes intolérables aux droits fondamentaux, qu'on est dans une période quasi fasciste. C'est assez surprenant. Bah, c'est complètement surréaliste. Mais que des spécialistes du droit constitutionnel se mettent à analyser l'application de la Constitution, c'est un peu leur boulot, quoi. Bon, mais ça les pousse à dire un peu n'importe quoi. Ils ont quand même un sens de la responsabilité qui, j'espère, va reprendre le dessus. Franchement, dire qu'en France, on est dans une période de dictature, ça fait rigoler tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes en France dans un mouvement de volontarisme vaccinal qui est très fort. Moi, je suis étonné d'ailleurs, entre nous, que la plupart des gens qui manifestent, certains d'entre eux, qui manifestent, notamment des têtes d'affiche, c'était des gens qui, il y a 6 mois, quand il n'y a pas beaucoup de vaccins, manifestaient parce que nous n'avions pas de vaccins. Et ce sont des gens qui appartiennent à des associations qui militent, à juste titre d'ailleurs, pour qu'il y ait des vaccins dans des pays qui n'en ont pas. Mais enfin, quand on est au fin fond de l'Afrique et qu'on est menacé par le vaccin de même façon, on doit regarder ce spectacle comme... On doit halluciner, quoi. On est un spectacle d'enfants gâtés, de luxe. Enfin, c'est invraisemblable, si vous avez raison. Et ça va sans doute se calmer normalement, quoi. Et alors, la perspective de l'élection présidentielle dans tout ça? On a l'impression que Emmanuel Macron, il a fait sa tournée en Polynésie, va à droite à gauche, sans doute dans la perspective de cette élection présidentielle, mais en même temps, elle est toujours en deuxième ligne par rapport aux préoccupations d'ordre sanitaire. Donc, c'est difficile pour les différents candidats de se mettre en avant, de lancer vraiment une campagne. La politique, elle a du mal à s'exprimer, oui, parce que la pandémie n'est pas politique. Le virus n'a pas d'idéologie. Il n'est ni de droite ni de gauche. Il circule partout. Et il vient de l'extrême gauche chinoise. Peut venir de l'extrême gauche chinoise, mais il peut venir... Enfin bref. Donc la lutte contre la pandémie ne devrait pas faire l'objet d'un enjeu politique. La lutte pour les faits et les chiffres s'impose. Il s'agit de protéger l'espèce humaine, il s'agit de protéger les personnes âgées d'abord, mais l'ensemble des populations. Et donc on ne devrait pas faire de politique avec la pandémie. La vaccination ne devrait pas être un enjeu politique. C'est une stupidité. D'ailleurs, je remarque quand même que la plupart des partis politiques sont très prudents pour parler de la vaccination. Le Parti socialiste, par exemple, ou ce qu'il en reste, s'est déclaré pro la vaccination obligatoire. Et je pense qu'il a eu totalement raison. Je pense que l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est sans doute d'avoir un peu tergiversé, un peu attendu, mais il faudra rendre la vaccination obligatoire, non pas pour nous empêcher d'être libres, mais pour nous permettre de l'être. Pour avoir une bonne élection présidentielle, il faut avoir une bonne campagne. Est-ce que c'est possible dans ces conditions? Si on ne parle que de la santé, par exemple là, les réformes, elles ont été mises de côté, la réforme des retraites, la réforme de je pense que la plupart des réformes ont été mises de côté parce qu'elles étaient mal préparées et qu'elles arrivaient dans un contexte qui ne pouvait pas les accepter. Pour faire une bonne campagne politique, il faut une situation économique qui soit pas trop mauvaise, avec des perspectives. Il faut une organisation qui permette d'avoir une vision. Et la vision qu'a aujourd'hui les partis politiques, c'est quand même de se sortir de cette pandémie, premier point, et ensuite de retrouver un rythme d'activité économique qui permette de donner bon. Et ensuite, les grandes réformes, elles viendront. Vous savez, il y a des réformes qui se sont faites et qui sont en train de se faire, là, sans qu'on ait besoin de mobiliser. Par exemple, la digitalisation quasi totale de l'ensemble des entreprises. Elle s'est faite très rapidement. Les entreprises ont pris entre 5 et 10 ans d'avance grâce à la pandémie, parce qu'il a fallu trouver des solutions. La réindustrialisation de ce pays, elle va se faire quelque part. C'est-à-dire qu'elle va se faire... Il y a un programme là, qui va être annoncé à la rentrée. Oui, dans le programme qui va être annoncé à la rentrée dans le plan de relance, elle va se faire. Mais ça, ce sont des axes éminemment politiques. Regardez ce qui se passe sur l'écologie. L'écologie, la mutation écologique, elle est en train de se faire, parce que l'ensemble de la population a pris
pris conscience qu'il fallait véritablement faire un certain nombre d'efforts pour développer des énergies propres, pour faire moins de déchets, pour économiser un certain nombre des fonctions de production qui soient plus sobres. Donc ces grandes mutations-là, elles se font sans... Il y a eu des débats, hein, la loi sur l'écologie, elle a été débattue en France, ça n'a pas été facile, elle a été débattue également à Bruxelles, c'est pas forcément très facile, mais une écologie qui soit volontairement prise en main par les acteurs économiques et non pas, et puis incitée par l'État, par du biais fiscal ou par des facilités, mais c'est surtout pas une écologie punitive, c'est une écologie positive. Alors quand vous parlez de réindustrialisation de la France, qu'entendez-vous, enfin qu'est-ce qu'entend le gouvernement exactement par là? Parce qu'on ne peut pas forcer. Non. On va dire on va faire une usine, on va fabriquer des choses qui sont fabriquées en Chine. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'a pas de sens. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit simplement de retrouver des productions à haute valeur ajoutée de façon à pouvoir les réinstaller en France. Premier point. Deuxième point, il s'agit de diversifier les sources d'approvisionnement. Nous sommes aujourd'hui, les chaînes de valeur qui rentrent dans la production sont tellement éclatées que nous sommes obligés de nous approvisionner. En Asie, on s'approvisionne pour certaines fabrications, notamment dans le textile, en Afrique. Eh bien, il faut que ces chaînes de valeur nous permettent une diversification des approvisionnements. On ne doit plus être tributaire d'un seul distributeur. Or, actuellement, en matière de batteries électriques, par exemple, ou de terres rares, nous sommes tributaires d'un seul distributeur, d'un seul fabricant et d'un seul fournisseur chinois. Il faut trouver une diversification, et vraisemblablement une diversification, notamment pour les terres rares, on les trouvera sans doute sur le continent africain, parce qu'on en a besoin pour les batteries. Regardez dans les puces électroniques, nous n'avons qu'un seul fournisseur, et il est chinois. Donc il faut trouver des solutions, et là on y travaille. Oui, mais il faut, c'est très difficile. Ça demande des investissements considérables. Un, ça demande des investissements considérables, et deux, ça va demander aux consommateurs un petit effort sur les prix. Parce que si l'on veut véritablement protéger notre indépendance, notre identité et la qualité de nos produits, il faut en accepter d'en payer le prix. Et en payer le prix, c'est d'éviter de faire fabriquer dans des conditions qu'on ne contrôle pas, auprès de populations qui sont plutôt déshéritées, des produits à bas prix. Oui, mais il faudrait que ce soit alors à ce moment-là au niveau européen que cela se fasse. C'est pas la peine que les Français fassent ça dans leur coin, les Allemands dans un autre coin, et tout ça, ce serait quand même plus logique. Ça doit pouvoir se faire au niveau européen, mais moi je remarque une chose, c'est que l'Europe fonctionne quand même relativement bien dans ce domaine. Bon, il manque une coordination, il manque un certain nombre de choses, mais vous avez senti comme moi que l'Europe est le bouc émissaire d'un certain nombre de nos ennuis. Donc réglons nos ennuis et on s'apercevra que l'Europe peut être utile. Regardez dans un domaine comme la santé, par exemple, où il n'y avait pas d'Europe. On a construit une Europe de la santé, quoi qu'on dise. Il n'y avait pas d'Europe dans le domaine de la santé. Eh bien, on a réussi à construire une Europe de la santé. L'échange d'informations a été relativement facile, relativement rapide. Et puis l'approvisionnement en vaccins a été finalement, quoi qu'on dise, relativement bien géré. Oui. Qu'en est-il alors des relations entre l'Europe et les États-Unis à cet égard? Parce que, est-ce que dans le cadre de la réindustrialisation, ça se ferait en opposition à la Chine et aux États-Unis, ou est-ce que finalement il faut essayer rester bien avec tout le monde? C'est très très compliqué, parce que la vocation de l'Europe, c'est évidemment de développer une politique européenne. C'est de développer son autonomie européenne et peut-être même de s'intéresser plus à ce qui se passe vers l'Est qu'à ce qui se passe à l'Ouest. Je pense notamment à la Russie, qui fait partie de l'Europe. La Russie qui est un très gros fournisseur de gaz, par exemple, pour la France. Nord Stream 2, c'est en voie d'utilisation. C'est un gaz qui est plutôt décarboné par rapport aux autres gaz, et c'est surtout un gaz dont la sécurité d'approvisionnement est assurée, puisque le gazoduc passe au travers de la mer Baltique, donc, et puis ensuite, il est un peu moins cher. Et on peut s'étonner, par exemple, que des mouvements écologistes allemands
se disent préférer être approvisionnés en gaz de schiste venant des États-Unis plutôt qu'en gaz de... Donc là, il y a un problème. Bon, il y a un problème au niveau de l'énergie. Hein. On peut s'étonner que le pays où il y a le plus d'écolos accepte que la part essentielle de son énergie soit produite par des centrales au charbon ou par des centrales alimentées par du gaz de schiste américain, qui est quand même le truc le plus polluant qui existe sur la planète. Donc là, il y a un effort à faire, mais le marché peut faire assurer la mutation. Mais l'Europe, elle a un autre problème, c'est qu'elle a des attaches économiques qui sont très fortes, mais elle a aussi une dépendance militaire qui est très forte. L'Europe appartient à l'OTAN. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de l'OTAN, comme disait le président Macron, qui a dit cette phrase une fois mais qui ne l'a pas répétée et je ne sais pas où il a mis le dossier, il doit être en train d'essayer de le chercher, l'OTAN, à quoi ça sert? Oui, c'est vrai. Vous avez dit ça. C'est vrai. Mais c'était au moment de Trump et Trump est passé, peut-être que les relations je ne suis pas sûr que la politique de Joe Biden en matière internationale soit fondamentalement différente de celle que faisait Trump. Mais il a un secrétaire d'État qui est très francophone et qui est plutôt partisan de l'Alliance Atlantique. Mais, oui, non, mais il peut être francophone, mais il y a des très bons traducteurs. C'est quand même pas la clé. Hein. Non, il y a des intérêts. Il connaît bien forts. la France. Oui. Il y a des intérêts très forts entre la Chine et les États-Unis qui sont très difficiles à associer. On a bien vu le problème des sanctions américaines lorsque quelque chose ne leur plaît pas dans un pays. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, notamment par des pays européens. Je voudrais revenir un peu en arrière à propos du gaz. Est-ce que la France va faire profil bas pour l'avenir de l'énergie atomique, nucléaire, ou est-ce qu'elle va essayer de, justement, puisqu'elle a une bonne place dans cette filière, de mettre ça plus en avant, parce que finalement c'est très responsable comme source d'énergie? C'est non seulement très responsable, c'est qu'on a un savoir-faire absolument remarquable, qui est reconnu dans le monde entier, puisqu'on est les premiers fournisseurs de centrales nucléaires dans le monde, notamment en Chine, qui doivent en ouvrir une ou deux par mois. Comment est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on a un problème d'acceptation du nucléaire, sans qu'on sache exactement pourquoi on y est opposé. Mais je pense que c'est un problème de pédagogie, là encore. C'est un problème de pédagogie, de mise en place. Mais 70 à 80% de notre énergie est quand même produite avec des centrales nucléaires. Donc on va pas abandonner ce trésor-là, qui nous permet d'ailleurs d'en vendre pas mal aux Allemands. Ça ne les gêne pas, les Allemands, d'avoir un prêchi-prêcha antinucléaire et d'être obligés, quand ils veulent regarder leur télévision ou faire mâcher leur lave-linge, d'utiliser le nucléaire français. Après avoir arrêté toutes leurs centrales. Après avoir arrêté toutes les centrales au charbon. Sur un coup de toutes les centrales nucléaires et de les remplacer par des centrales au charbon. Ouais. Alors vous avez parlé de la Russie à propos de Gazprom, enfin du gazoduc. Vous connaissez bien ce pays, vous êtes allé au forum de Saint-Pétersbourg. Avez-vous l'impression que du côté des Russes, on voudrait rétablir les relations, des relations plus cordiales, plus correctes entre l'Europe, enfin en tout cas entre la France et la Russie? Écoutez, premier point, je ne suis pas sûr de bien connaître le pays, je le connais un petit peu maintenant et je connais un peu la façon dont il fonctionne. Sur le point, la question que vous posez, la réponse est oui. La réponse est oui. La Russie est un pays dont la principale richesse, c'est ses matières premières et notamment son énergie. Donc la Russie a évidemment envie de se construire une industrie, et pour se construire une industrie diversifiée, de façon à pouvoir créer des emplois, créer de la richesse, redistribuer cette richesse au peuple russe, elle a évidemment besoin d'investisseurs. Et donc, elle a besoin de confiance avec les rapports. Et je crois que le forum de Saint-Pétersbourg est une vitrine qui est d'ailleurs très fréquentée, à la fois par les Européens, les Allemands sont très présents, les Français le sont aussi. Il y a pratiquement la moitié des entreprises du CAC 40 qui travaillent avec les Russes, et les Américains. En dépit des sanctions dont on parle sur le plan politique, les Américains étaient très présents cette année, qui était la réouverture du forum après 2 ans de silence, pour traiter des marchés et pour traiter. C'est un forum à la fois économique et politique? C'est un forum principalement économique, c'est un forum principalement business, ce qui n'est pas Davos par exemple,
que vous connaissez bien, mais c'est un forum aussi qui permet de tisser des liens politiques, puisqu'il y a 2 ans, le président Macron avait été l'invité d'honneur de Poutine et ils avaient fait la séance plénière ensemble. Et c'était l'époque où, vous vous souvenez, le président russe avait été reçu à Paris, à Versailles, et ensuite Emmanuel Macron était allé à Saint-Pétersbourg. C'était l'époque où on parlait d'un projet qui est ressorti cette année d'ailleurs, de pouvoir facturer et payer le gaz en euros plutôt qu'en dollars. C'est intéressant. Oui. Rien ne l'empêche, techniquement. La seule chose qui les empêche techniquement, c'est la volonté des États européens. Certains éditorialistes, certains de nos confrères considèrent, notamment par exemple Bavray, que la France est dans une période de déclin déjà, très endettée, trop d'impôts, résultat, économie se portant mal, chômage aggravé. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que j'évite de lire trop souvent Nicolas Bavray, parce qu'il est d'un pessimisme structurel incroyable, quoi. Rien ne va. Donc, moi, je constate que les choses ne sont pas aussi déclinantes qu'il le dit. C'est vrai qu'on a des problèmes en France de structure, d'organisation, notamment de l'État, qui est un État trop gonflé, trop obèse, trop important, trop cher, 60% des dépenses publiques, 60% du PIB en dépenses publiques, c'est exorbitant, c'est plus un pays libéral. Donc il faut essayer d'étudier quel est le rendement, quel est le return, comme disent les investissements, ce sont des dépenses de fonctionnement pour la plupart, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnaires, des dépenses de l'État. On sait très bien où ça ne va pas, où ça dépense d'argent. Notre système de santé, qui a quand même été considéré comme un des meilleurs du monde, on a bien vu qu'il était incapable dans son organisation de satisfaire les besoins pendant toute la première période de la pandémie. Notre système d'éducation nationale, dont tout le monde nous vante les mérites, n'est pas un des systèmes les mieux cotés dans les classements internationaux type PISA. Et il n'est surtout pas très bien coté en matière de fabrication de produits utilisables sur le marché moderne. Nos licornes, c'est-à-dire nos grandes entreprises, nos moyennes entreprises françaises qui deviennent grandes et qui font du digital, eh bien, soit elles vont embaucher à l'étranger, soit elles se déplacent à l'étranger elles-mêmes. Donc il y a quelque chose qui va pas dans l'éducation nationale, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système de santé. C'est peut-être tout simplement la présence de l'État, la présence de l'organisation de l'étatique, le manque de concurrence. Moi, je crois beaucoup à la concurrence, qui est un facteur de progrès, d'émulation. Les gens se battent. Voilà, qu'il faudrait peut-être, mais pour l'instant, c'est tabou. Bon, mais je pense qu'on va évoluer de ce point de vue-là. Vous savez, les faits sont têtus et les chiffres aussi. Donc, et c'est Lénine qui disait ça, je crois. Donc, il avait raison, parce que les faits et les chiffres ont emporté le régime soviétique. Et est-ce qu'il y a un candidat dans tous ceux qui sont potentiellement présents sur la ligne de départ qui serait capable justement de faire ces réformes plus qu'un autre? Ou une candidate, évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir un candidat qui soit capable de faire les réformes. Sinon, vous tombez dans des candidats autoritaires et là, vous changez de régime. C'est-à-dire, vous tombez sur des gens qui disent « Moi, je veux faire ceci, ceci, cela. Alors maintenant, marchez droit et faites-le. » En revanche, il faut un candidat qui comprenne bien la situation et qui crée les conditions économiques et sociales, sociologiques aussi, pour que les réformes se fassent, j'allais dire d'elles-mêmes. Non, pour qu'elles se fassent elles-mêmes. Regardez le système des retraites, par exemple. C'est un système qui met en colère un certain nombre de professions. La loi Pacte, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a été lancée et écrite par Bruno Le Maire en 2019. Et c'est une loi qui est entrée en application, dans laquelle il y a le PER, le plan d'épargne retraite volontaire. Eh bien, c'est un plan d'épargne retraite volontaire avec des avantages fiscaux qui a un succès colossal. C'est une retraite complémentaire.
Et la retraite complémentaire qui marche le mieux en France, c'est l'après-fonds. C'est la retraite complémentaire des fonctionnaires qui avait été mise en place il y a très longtemps, notamment par des gens de la CGT, et qui est une retraite par capitalisation dans laquelle on cotise volontairement et on fabrique sa propre retraite. Je crois que lorsque les gens sont responsables, les gens sont intelligents, ils savent où sont leurs intérêts, si on les laisse faire, ça peut marcher. Donc vous n'avez pas de préférence de candidat pour la prochaine élection présidentielle pour ce qui concerne l'économie? Si, j'ai la préférence pour un candidat qui soit pragmatique, qui ait un horizon de 5-6 ans et qui sache exactement ce qu'il veut faire de ce pays. Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre, merci. Et nous aurons l'occasion d'ici cette élection d'en reparler, nous verrons comment les choses évoluent. Sous la menace, évidemment, malheureusement, d'un renouveau de la pandémie qui pourrait peut-être contrarier cette Le vaccin. Et le vaccin, oui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission.